Les matins de France Culture, Guillaume Erner. On va revenir sur l'intervention du chef de l'État d'hier soir, plus généralement sur la manière dont cette pandémie oblige le pouvoir politique à réagir, sur sa mise en récit, car nous sommes en compagnie de Christian Salmon. Bonjour, vous êtes écrivain, essayiste et vous publiez aux éditions des Liens qui libèrent le 21 octobre prochain La tyrannie des bouffons sur le pouvoir grotesque aux éditions donc que j'ai nommé. Christian Salmon, cette intervention du chef de l'État hier soir, que vous a-t-elle inspiré ? Bonjour Guillaume Erner, oui. C'est la énième intervention d'Emmanuel Macron sur la crise du coronavirus. La première chose que je voudrais souligner, c'est l'emploi du mot couvre-feu. Parce que c'est un mot radioactif, hein. C'est un mot qui renvoie à la Deuxième Guerre mondiale, où, je le rappelle, la partie non occupée n'a pas été soumise au couvre-feu pendant longtemps, ou bien la guerre d'Algérie, où effectivement on a eu recours à ce couvre-feu. Donc on disait, les communicants de l'Élysée disaient que en fait, on avait beaucoup hésité à utiliser ce mot. On parlait de confinement nocturne, ce qui est un euphémisme. Le fait est que le mot couvre-feu renvoie à la rhétorique guerrière qui a été employée par Emmanuel Macron dès le début de la crise du coronavirus. Donc, quelque part, on n'est pas sorti de cet imaginaire de la guerre contre un ennemi invisible, hein, mais pourtant omniprésent. Et le sentiment que j'ai, c'est que la répétition, l'enfermement dans cette rhétorique nous met en présence d'un Emmanuel Macron qui, si j'ose dire, est une sorte de narrateur peu fiable, comme on dit en théorie du récit, unreliable narrator. C'est-à-dire la crédibilité du narrateur est très importante dans la mesure où elle est soit confirmée par les faits, hein, soit contredite précisément par l'évolution. Et pourquoi ? Parce qu'il nous ment, parce que nous ne sommes pas en guerre, Christian Salmon ? D'une part, la rhétorique guerrière est totalement inadaptée. C'est une crise sanitaire qui peut être maîtrisée, comme l'ont prouvé certains pays, certains gouvernements. Ce n'est pas le cas en France. Le déconfinement. Alors, pourquoi, dans ce cas-là, utiliser le vocabulaire guerrier, selon vous ? Quel est l'intérêt politique ou bien narratif, je ne sais pas, d'utiliser ce terme de couvre-feu et de puiser donc dans ce vocabulaire-là ? Je pense que c'est justement à cause du peu de crédibilité de la parole présidentielle que l'idée, au fond, de frapper l'opinion, de frapper l'imaginaire, hein, de conscientiser les populations en les enfermant. Précisément, ça occulte le fait que rien n'a été fait au niveau des hôpitaux et des services publics, que le déconfinement a été un peu trop précipité, hein, et que les messages présidentiels ou les messages gouvernementaux ont été contradictoires. Rappelez-vous, le masque inutile pour masquer la non-production de masques, hein, pendant un certain nombre de temps. Aujourd'hui, le masque est absolument imposé à tout moment et en tout lieu. Donc le recours au terme et on le sentait bien dans la gravité qui était, j'allais dire, surjouée un peu par Emmanuel Macron, avec cette formule « il n'est pas bon d'avoir 20 ans en 2020 ». Enfin, c'est absolument terrible de dire des choses comme ça à toute la jeunesse à un moment. Mais c'est aussi un peu que l'on pense ou ce que l'on peut penser, non, Christian Salmon ? L'idée, c'est de souligner la gravité de la situation. Le problème, c'est que cette gravité a été produite un peu par le gouvernement lui-même, qui n'a pas adopté les mesures qu'il fallait adopter. Donc on est devant un gouvernement qui essaie de souligner la gravité d'une situation et qui en même temps ne se remet pas en question sur la manière dont la pandémie a été gérée, hein. Donc on a une sorte d'effritement de la crédibilité des gouvernants, pas seulement celle d'Emmanuel Macron, mais de tout le gouvernement. Et on se sent un peu spectateur d'une sorte de comédie des erreurs. Mais lorsqu'il a débuté son intervention hier soir, Emmanuel Macron a dit que la situation était préoccupante et que donc
il fallait prendre des mesures, mais qu'il ne fallait pas céder à l'affolement, montrant par là qu'il n'y avait pas de péril aussi grand que dans une situation de guerre. C'est pas Stalingrad, Christian Salmon. Par conséquent, est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de rassurer les Français ? Je crains que si c'est le cas, que ça ne marche pas. Parce que la situation est préoccupante, on le sent dans les rues, dans les taxis, dans les transports en commun. C'est-à-dire que ce fameux masque est au fond la métaphore du moment. Hein. Le couvre-feu masque une situation. On voit les commentaires déjà dans la presse ou sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire pourquoi interdire la sortie au restaurant alors que les transports publics sont bondés. Pourquoi interdire la nuit le fait de sortir ou de se rencontrer la nuit, alors qu'on sait que les clusters sont au travail, sont à l'école, sont à l'université. Donc ce masque un peu, si vous me permettez cette redondance, masque une situation derrière qui est incompréhensible. Hein. C'est-à-dire qu'on s'attaque à ce qui ne devrait pas être la cible. Mais dans la logique du discours présidentiel, le président de la République avait dit que le virus n'aimait pas l'art de vivre à la française. Si on fabrique de la distanciation physique en faisant peur aux besoins aux personnes, eh bien, on va diminuer le nombre de contaminations, Christian Salmon. Donc, pour une fois, peut-être que c'est utile socialement de faire peur aux gens. Le problème, c'est que, si vous voulez, il y a un paradoxe formidable dans ce discours. Il y a aussi cet appel à la citoyenneté, à la solidarité, à la citoyenneté. C'est un paradoxe parce qu'on fait appel au sentiment d'appartenance collective à la nation, dans le moment même où on sépare les gens, où on les isole. Notre paradoxe, c'est que, vous vous rappelez la phrase de Margaret Thatcher, qui est un des socles du néolibéralisme, qui disait que le social n'existe pas, il n'y a que des individus. Nous sommes gouvernés depuis des années, pas seulement depuis Emmanuel Macron, sous le régime du néolibéralisme, qui considère les individus comme des consommateurs, et sont pris isolément. Ce virus bouleverse cette vision du monde. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle souvent la coronarration. C'est ce qu'on pourrait opposer à Emmanuel Macron, c'est qu'on avait l'impression qu'il n'est plus en situation de raconter l'histoire. Ce n'est pas lui qui écrit l'histoire, c'est le virus. Le virus écrit l'histoire dans le monde entier, impose avec une plasticité et, j'allais dire, une malignité sa loi, met en échec les gouvernements. On en parlera tout à l'heure à propos de Donald Trump, c'est caricatural, la manière dont la campagne a été écrite par le virus et pas par les storytellers des candidats. Et donc moi j'avais cette impression en l'écoutant avec beaucoup d'attention et sans parti pris politique en fait, simplement du point de vue de la narration, on a l'impression qu'il est ballotté de part et d'autre et que au fond le seul souci qu'il a, c'est un peu le même cas aux États-Unis, c'est dans la perspective de sa réélection, c'est de préserver l'activité économique du pays. Bon, mais il a terminé son intervention, cette longue intervention hier soir, Emmanuel Macron, en disant, Christian Salmon, que finalement l'un des mérites en substance de ce virus, c'était de faire redécouvrir aux Français la société, le fait que nous faisions société, et même si c'est une solidarité paradoxale, puisque c'est une solidarité qui m'incite à m'éloigner de vous, c'est une forme de solidarité, puisque je prends soin en faisant cela, de votre santé. Oui, mais c'est là justement où il est un narrateur peu fiable. Parce que une des caractéristiques de ce qu'on appelle le unreliable narrator en anglais, c'est un discours ou une histoire qui est construite sur une contradiction. Et donc les Français le sentent bien. Vous faites appel à nous en termes de citoyenneté, en termes de responsabilité collective, en termes de respect des autres, mais on est dans une société qui fait tout le contraire. Et donc vous êtes
plus grands représentants, hein, c'est-à-dire une société néolibérale qui individualise. En l'occurrence, vous imaginez les travailleurs qui vont sortir de chez eux à 6 heures du matin pour se précipiter dans les transports publics, pour rejoindre, autre contradiction, rejoindre leur lieu de travail. Le président n'encourage pas du tout le télétravail, hein, incite même, de même autre chose, enfin, incite à ce que les gens soient présents, qu'il y ait une dimension présentielle sur le lieu de travail. Autre contradiction, c'est le fait que, par exemple, ne sont pas encouragés les minima sociaux, qui pourraient... et il y a eu une formule dont je ne me souviens plus exactement les termes, mais en gros qui disait que augmenter les minima sociaux, ça serait décourager leur insertion dans la vie. Donc on a l'impression que le président est une sorte de gramophone du patronat. C'est-à-dire que, en quelque sorte, il vante le souci des populations, mais que ce qui est derrière ce masque du confinement, enfin Là, actuellement, du couvre-feu. Du couvre-feu, voilà. C'est préserver les intérêts de l'activité productive. Mais alors, là aussi, dans le même temps, il y a une forme de ruse du virus, puisque le chômage partiel, comme Emmanuel Macron l'a rappelé hier, est un dispositif qui va être pérennisé, étendu, puisque les restaurants, probablement les théâtres, enfin bref, un certain nombre de lieux vont devoir être fermés du fait de ce couvre-feu. Il y a quand même une ruse dans cette histoire-là. J'ai sous les yeux la une du Financial Times, qui n'est pas un journal bolchevique, comme vous le savez, Christian Salmon. Et celui-ci cite le FMI en disant que l'austérité n'est pas inévitable pour restaurer les finances publiques. Ce qui veut dire que cette société qui apprenait l'austérité, où il n'était pas question d'augmenter les minima sociaux, est en train de payer cher pour restaurer la santé au sens propre de ces sociétés, y compris en amenuisant la santé des finances publiques. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est ce dont on parlait tout à l'heure à propos du virus, hein, qui écrit l'histoire, qui souligne les paradoxes, qui met en échec les orthodoxies économiques, financières, la loi des agences de notation. Vous savez qu'aujourd'hui, les dirigeants, les gouvernements sont pris entre deux audiences. Les agences de notation qui fixent le prix du crédit, de la dette, et les populations. Et on a l'impression que Macron surfe sans arrêt entre les deux, sans trouver une ligne. Parce que ce que souligne aussi le coronavirus, c'est la crise des souverainetés étatiques. C'est aussi un aspect que j'ai ressenti hier. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'un volontarisme impuissant à l'œuvre dans le discours de Macron. On agite, on montre les muscles, on est très, très éloquent dans la rhétorique, articulant les contradictions, multipliant les contradictions, mais en fait, on est impuissant devant le virus. C'est ça qui apparaît, puisqu'on doit à nouveau trouver des nouvelles mesures, enfermer les populations, etc. Alors, je voudrais dire là-dessus une chose qui va au-delà du commentaire du Financial Times, qu'on oublie tout le temps. La une de Libération ce matin, d'ailleurs, qui est la même que celle du Manifesto en Italie, clame sur une photo en clair-obscur « Bonne nuit ». Oui. C'est l'aspect qui est peut-être le plus important, parce que je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un spécialiste Mais par contre, qu'est-ce qui est raconté dans cette période terrible ? C'est bonne nuit, c'est-à-dire l'endormissement des émotions, des sens. Pas seulement, comme je l'ai entendu dans les télés qui commentaient hier soir le débat, la fin, enfin bon, le discours moralisateur. Écoutez les enfants, on met la cloche sur vos désirs et sur vos plaisirs, mais l'enjeu en vaut la peine. Hein. Non, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire que ce sont tous les sens qui sont placés sous cloche. C'est-à-dire que on l'avait déjà remarqué sous le confinement, comment dire, ce qui est l'expérience qu'a produit le virus et la pandémie,
c'est que brusquement tous nos sens sont devenus problématiques. On ne peut rien toucher, il faut sans arrêt se désinfecter, on ne peut pas s'approcher de l'autre. Les symptômes même de la maladie soulignent cette stérilisation émotionnelle, sensorielle, etc. Et ça, c'est extrêmement grave. Vous évoquiez le problème de la culture, des théâtres qui ferment. C'est toute la vie sociale qui est mise sous cloche. Ce n'est pas les jeunes qui font la fête. C'est toute la vie sociale, culturelle qui est mise sous cloche. C'est un peu tout ce qui fait peut-être tout simplement les plaisirs de la vie qui nous sont interdits, sauf pour ceux qui aiment dormir, bien sûr, Christian Salmon. C'est-à-dire qu'en gros, je sais pas qui disait hier soir, on est ramené au fameux slogan métro, boulot, dodo, quoi. La question, c'est comment cette société va réagir à cette forme d'aliénation et de stérilisation. C'est-à-dire que la question, c'est comment la société répond au coronavirus. Quelles sont nos capacités d'écrire notre propre histoire, pas seulement d'écouter celle du président. Je trouve que là, il y a un enjeu narratologique et politique en même temps très important dans ce moment de l'histoire française. Lors d'une précédente intervention d'Emmanuel Macron, vous aviez dit, Christian Salmon, qu'il cherchait à mettre la France sous hypnose. On y est. C'était une métaphore à l'époque, à la suite d'un de ses discours, mais cette métaphore est devenue réalité. C'est-à-dire que je trouve que le sens de la liberté individuelle, la manière dont la société peut réagir à cette situation de crise est complètement stérilisée et mise sous hypnose. Christian Salmon, la tyrannie des bouffons sur le pouvoir grotesque, on va en parler dans quelques instants avec vous, puisque vous expliquez que la pandémie de coronavirus a eu un effet de loupe sur une nouvelle forme de tyrannie qui se déploie à l'échelle de la planète et qui est incarnée par Donald Trump ou par Jair Bolsonaro au Brésil. En France, dites-vous, elle ne s'est pas encore incarnée dans une figure politique, mais de nombreux ubus se sentent pousser des ailes. Vous nous expliquerez qui sont ces ubus et ce qu'ils veulent, et puis pourquoi ces bouffons, par exemple aux États-Unis, dites-vous, gouvernent aujourd'hui la politique. 8h sur France Culture, excellent réveil. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Nous retrouvons notre invité, l'essayiste et écrivain Christian Salmon. Vous publiez le 21 octobre prochain La tyrannie des bouffons sur le pouvoir grotesque aux éditions Les Liens qui libèrent. On a parlé donc de Paris, l'Île-de-France et de ces 8 métropoles qui allaient avoir un couvre-feu entre 21h et 6h du matin à partir de samedi. Et puis il y a le reste de la France qui, lui, ne sera pas soumis à ce couvre-feu avec l'appel des campagnes. C'est Christian Salmon. Je crains que ça ait un effet effectivement d'attraction sur les zones qui ne sont pas sous couvre-feu. C'est-à-dire, cela va avec ce que disait Frédéric Sey aussi sur le fait que les vacances sont encouragées, les déplacements à l'intérieur de la France sont encouragés. Donc, encore une fois, il y a un paradoxe au sein du récit présidentiel. C'est-à-dire que d'un côté, vous disiez ça doit s'adresser à tous, le sentiment d'égalité, et en même temps, on creuse une frontière entre deux France, la France des métropoles, la France des campagnes, avec un effet d'attraction vers les résidences secondaires et la fuite des grandes villes qui sont sous confinement nocturne, donc il y a un problème de crédibilité là encore. Mais Emmanuel Macron a répondu à cette remarque hier soir. Il a expliqué que lors du confinement, les Français qui étaient partis se mettre au vert n'avaient pas diffusé le virus sur le territoire. C'est un fait à démontrer. Je ne sais pas, je ne connais pas à ce point les statistiques et le rapport qui a été remis au président. Mais de fait, c'est paradoxal d'assigner à résidence de 9h du soir, et vous le soulignez aussi, ceux qui doivent travailler en banlieue, etc., le compte à rebours les amène à interrompre leurs activités bien avant 21h, à mettre sous cloche toute activité culturelle, tout restaurant,
c'est assez massif quand même. Ça concerne 20 millions de personnes. C'est pas même pendant les expériences précédentes de couvre-feu concernées en 2005 par exemple au cours des émeutes de banlieue, juste les quartiers qui étaient sous émeute. Donc là, on a la construction pour 6 semaines et peut-être plus d'une sorte de France à 2 vitesses, de France à 2 modes de vie. Mais alors, dans votre discours, Christian Salmon, ce que l'on a entendu depuis 7h40, vous avez été très critique par rapport à ce qu'a dit Emmanuel Macron hier. Or, dans La tyrannie des bouffons sur le pouvoir grotesque, le livre que vous allez publier aux éditions des Liens qui libèrent, vous dites que cette pandémie de coronavirus, elle a eu un effet de loupe, elle a témoigné des errements, par exemple, de Donald Trump ou de Jair Bolsonaro. Et vous ajoutez, en France, elle ne s'est pas encore incarnée dans une figure politique. Par exemple, l'anti-intellectualisme cher à Trump et Bolsonaro n'est pas du tout mise en France. Hier, dans son discours, Emmanuel Macron s'est réclamé des Lumières et de Pasteur. Bref, on n'a pas du tout affaire à ce modèle-là. Non. Pas du tout. Lorsque je parle de la tyrannie des bouffons, il s'agit d'une kyrielle de présidents ou de chefs de gouvernement qui se sont imposés depuis l'élection de Donald Trump en 2016. Il s'agit de Bolsonaro au Brésil, de Boris Johnson au Royaume-Uni, mais aussi en Inde, en Italie, à travers le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord, qui est devenue la Ligue. Il s'agit de ces leaders que jusqu'à maintenant, on a dit populistes. Mais alors pourquoi eux à l'étranger et pas en France ? Alors, justement, la France offre une situation particulière. France et l'Allemagne. C'est-à-dire que le pouvoir grotesque, il faudrait peut-être que je le définisse, c'est-à-dire... Oui, mais dites-moi d'abord, pourquoi pas en France ? On n'est pas tout à fait... Non, mais Emmanuel Macron, hier, dans son discours, non. Sauf si... Non, ce que j'ai écrit dans le livre, d'ailleurs, c'est qu'en France, ou dans un article précédent le livre, la France n'a pas vu s'incarner dans une figure politique de premier plan un leader s'inspirant du pouvoir grotesque. Pourquoi ? D'abord, une chose, vous vous souvenez de la présence de Steve Bannon au congrès du Rassemblement national. C'était frappant. Steve Bannon, il faut rappeler en quelques Steve Bannon, le stratège de la campagne de Trump en 2016, qui est venu en Europe au moment des élections européennes essayer de fédérer ce pouvoir grotesque, tel que je le définis. Donc il était là, sur la scène du congrès du Rassemblement national, à côté de Marine Le Pen, et on voyait un contraste étonnant. C'est-à-dire que lui est dans la revendication, il a dit au public de Marine Le Pen, on vous dit raciste, mais revendiquez-le, revendiquez la souveraineté, l'exclusion des étrangers, etc. Marine Le Pen, peut-être pour des raisons biographiques, de distanciation par rapport à son père, a adopté une autre stratégie, qui est d'essayer de se présidentialiser, de se dédiaboliser. Alors que le pouvoir grotesque est l'affirmation, loin de se dédiaboliser, de ce pouvoir tyrannique. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. C'est-à-dire qu'en France, ça ne marche pas quand vous dites, par exemple, que Marine Le Pen se distinguait de Steve Bannon parce que, effectivement, lorsqu'on prend même les réactions par rapport à la politique sanitaire suivie en France, par exemple, les anti-masques sont très largement minoritaires. Les politiques vraiment ne s'aventurent pas du tout sur ce terrain-là et considèrent, encore une fois, les Lumières et Pasteur. C'est en quelque sorte ce qui est peut-être le plus consensuel. Vous n'êtes pas d'accord ? Je serais moins optimiste que vous, parce qu'on a quand même constaté pendant depuis la crise du coronavirus, c'est-à-dire que le fait qu'on n'ait pas une figure qui incarne ce pouvoir grotesque et n'empêche pas que le terrain politique, la scène politique se transforme peu à peu. Vous vous souvenez de Bigard, candidat à la présidentielle, candidat éphémère. J'avais analysé la position de Raoult, parce que le pouvoir grotesque se manifeste à travers 2 figures, le clown et l'architecte ou l'ingénieur informaticien qui travaille sur les réseaux sociaux, etc. Dans le phénomène Raoult,
Dans le phénomène Raoult... Quel est le lien entre l'informatique et Didier Raoult? Non, la figure de l'expert, on va dire, hein, la figure symbolique de l'expert qui se manifeste ici ou là par l'instrumentalisation des réseaux sociaux, etc. Dans le cas de Raoult, il incarne à la fois ce double aspect. Il est perçu par l'opinion comme un expert épidémiologiste, etc. Et en même temps, il intervient à la télévision, sur les réseaux sociaux, sur le mode du discrédit. C'est-à-dire ce qui caractérise Raoult, ce n'est pas une thérapie, c'est une intervention constante disant que, discréditant tous les pouvoirs politiques, les pouvoirs, le Haut Conseil scientifique, les Parisiens par rapport aux Marseillais, c'est-à-dire surfant sur ce mouvement très complexe à analyser, hein, ce mouvement de discrédit, de perte de confiance dans les autorités, quelles qu'elles soient, journalistes, experts scientifiques, politiques, médecins, structures hospitalières, c'est-à-dire le défi général qui est incarné alors par la tyrannie des bouffons. Et justement, lorsque l'on reprend cette tyrannie des bouffons, ça c'est le livre que vous allez publier le 21 octobre. Auparavant, vous aviez publié un livre très intéressant, Christian Salmon, sur l'ère du clash, c'est-à-dire vous expliquiez en fait en quoi le fait de cliver était quelque chose qui aujourd'hui politiquement est quelque chose de profitable. Mais précisément, même si Emmanuel Macron a été accusé de cliver sur un certain nombre de points, hier, Frédéric Seyss a insisté là-dessus, il avait un discours extrêmement consensuel en disant ne stigmatisons pas les jeunes, il y a une société, bref, on a d'un côté ce clash qui fonctionne, et il faut que vous nous expliquiez pourquoi, et puis d'autre part, en tout cas en apparence, une volonté de faire consensuel en France. Oui, mais vous voyez, mon analyse qui a précédé sur le discours de Macron, c'est-à-dire le fait qu'il n'est pas crédible, je voudrais insister sur le fait que ce n'est pas un point de vue idéologique de ma part. J'analyse simplement les conditions de la réception de ces discours. Pourquoi ? Vous venez de le dire, on fait appel aux Lumières. Si on prend tous les discours d'Emmanuel Macron depuis son élection et dès sa campagne, on a cette figure paradoxale. C'est que, pour une part, il est un outsider de la politique et il surfe, il est élu sur le discrédit de la classe politique qui renvoie en enfer, en quelque sorte, les partis politiques, les hommes politiques. Et pour une autre part, il est capable de faire des clins d'œil à ce discrédit répandu dans l'opinion. Rappelez-vous, le phénomène Bigard est microscopique, si on veut, mais quand même, qu'un président de la République appelle un comique troupier comme Bigard, parce qu'il s'était insurgé sur la décision de fermer les restaurants et les bistrots, au point que Bigard se sert de ça en des termes extrêmement vulgaires, en disant « je critique le président et il m'appelle », je ne reprends pas ces expressions que tout le monde a à l'esprit, mais aussi la visite au moment le plus crucial, où l'opinion s'interroge sur les moyens de faire face à ce virus. La visite à Marseille au professeur Raoult crée un trouble. C'est-à-dire que on trouve tout chez Emmanuel Macron. C'est un peu comme à la Samaritaine. C'est ça qui est problématique, c'est que il n'y a pas de discours cohérent, structuré, mais une sorte d'appel à des catégories sociales, politiques, sur tout le champ du spectre politique. Peut-être que l'on pouvait interpréter cet appel à ce comique Jean-Marie Bigard comme étant une volonté de contrebalancer une image précisément de président peut-être parisien, peut-être trop lié à la France qui gagne, tandis que Bigard parlerait à une autre France. Oui, enfin, je pense que c'est surtout une peur. Une peur, parce que, comme on le disait, il n'y a pas de figure politique aujourd'hui qui peut incarner ce pouvoir grotesque, cette tyrannie des bouffons, mais il n'est pas exclu qu'elle apparaisse d'ici 2022, parce que ce phénomène peut être extrêmement rapide. On a vu en Ukraine un candidat qui était un artiste de télé-réalité qui incarnait un président
et qui se revendique comme un clown, être élu à la surprise générale. Donc, je pense qu'à l'Élysée, il y a un calcul politique, c'est de ne pas laisser cette vague du discrédit continuer à monter et lui faire des signaux de connivence, on va dire. Alors ce pouvoir grotesque, il vient, je veux dire, l'expression Christian Salmon, son origine, on la trouve chez Michel Foucault, philosophe Michel Foucault. Oui, enfin c'est extraordinaire parce que c'est une formule qu'il emploie dans les années 70 alors qu'il n'a pas sous les yeux aucun de ses dirigeants qui nous abreuvent d'incohérence, d'irrationalité, de transgression. Il le fait à partir d'un texte et d'une analyse d'expertise médicale, médico-psychiatrique. En remarquant qu'à la lecture d'un certain nombre de textes, évidemment, ça produit un effet grotesque. Hein, c'est-à-dire que, et il dit, au fond, le pouvoir grotesque, comme il n'a pas d'exemple sous les yeux, il va les chercher dans le passé, dans certaines formes, Néron, etc., ou les Hitler et Mussolini. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il nous apporte une réponse qui manque depuis 2016. Hein. Le sens de mon livre, c'est la chose suivante. C'est-à-dire qu'on voit depuis 2016, et pendant la campagne qui a précédé, un homme multipliant les figures burlesques, transgressant par rapport aux rituels, aux images qu'on attend d'un président, bousculant cet univers symbolique qui entoure les candidats, au profit d'un agitateur Et au fond, la réponse aussi bien des médias mainstream et des démocrates a été de stigmatiser Trump sur ce mode-là. Hein. C'est-à-dire, il n'est pas présidentiable, il est extrêmement dangereux, il est imprévisible, etc. Le livre consiste à adopter une démarche inverse, c'est-à-dire à se demander si, non pas comment cet accident de l'histoire a pu se produire, mais quelle est la fonctionnalité de ce genre de transgression. Mais alors c'est ça qui est fascinant et étonnant, et c'est le paradoxe que vous essayez de démêler dans La tyrannie des bouffons, Christian Salmon. On prend les règles de la communication politique, celles que peuvent édicter par exemple les journalistes politiques, mais aussi les spécialistes de la communication, et puis on les piétine toutes et ça donne Donald Trump, puisque strictement tout ce qu'il fait est aux antipodes de ce qui est généralement suggéré de faire. Pourquoi ça fonctionne ? Alors, il faut revenir justement à mon livre précédent, L'ère du clash. C'est-à-dire qu'il faut rappeler que depuis 2001, hein, qui a été le premier essor du complotisme généralisé, on dit souvent ce sont les questions laissées sans réponse qui produisent des récits complotistes. Eh bien, 2001, 2008, la crise financière, a produit constamment une vague de discrédit. Discrédit dans le sens où vous ne vous accréditez pas sur les réseaux sociaux, vous n'obtenez pas du crédit par votre compétence, mais au contraire, ou par votre confiance, mais au contraire par le déni, c'est-à-dire en répandant le soupçon sur tous les récits autorisés. Ces récits autorisés sont ceux des journalistes, sont ceux des intellectuels, sont ceux des hommes politiques. C'est-à-dire que c'est creusé depuis 2008. Pourquoi 2008 ? Parce que la crise financière a, d'une certaine manière, mis en crise le storytelling néolibéral qui a plus ou moins inspiré tous les gouvernements occidentaux. Après 2008, bon, les gens perdent leur maison aux États-Unis, se voient obligés dans l'incapacité d'assumer leur crédit. Et donc il y a un effondrement conjoint au fait que les gouvernements vont financer les banques pour éviter la banqueroute totale. Et donc on a cette vague de discrédit qui est constante. J'appelle même une spirale du discrédit. Ce qui change complètement la donne. Je le situe toujours en disant, regardez, Obama-Trump. Obama, quoi qu'on pense de la gestion de ces 2 mandats, hein, mais sa campagne, c'était un changement dans lequel on peut croire. C'est-à-dire que la plupart des hommes politiques
On fait campagne, ici c'était le changement c'est maintenant, on fait campagne sur gagner le crédit et redonner du crédit à la politique. Depuis Trump, et donc avec la kyrielle des bouffons dont je parle dans le livre, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que ce sont des candidats qui accèdent au gouvernement en surfant sur le discrédit, en accentuant, en lui donnant une voix, en lui donnant des formes bouffonnesques. Mais pourquoi le bouffon, hein? Parce que le bouffon, c'est celui qui répand le discrédit. Mais alors, Christian Salmon, il y a aussi une critique qui est une critique forte depuis quelques années qui consiste à dire que le rire est en train de tuer la politique. Alors pour le coup, c'est une critique que l'on trouve en France en disant que les bouffons, mais je veux dire ceux qui se présentent comme tels, ont trop de place et qu'ils empêchent la démocratie de fonctionner normalement. Est-ce que finalement le fait que l'on élise des bouffons est le stade d'après, après que ces bouffons aient pris trop de place dans le fonctionnement démocratique normal ? Je pense que il y a une sorte de logique qui concerne plusieurs révolutions enchevêtrées, hein. Il y a bien sûr la révolution néolibérale qui a désarmé l'État, hein, qui fait qu'aujourd'hui le souverain apparaît comme quelqu'un, on parlait de volontarisme impuissant, hein. C'était déjà Emmanuel Macron disait hier soir, et il n'est pas le seul, qu'il y a un réarmement de l'État au travers vous êtes sceptique, mais je cite ces propos, je vous vois faire la moue. En tout cas, une volonté d'instaurer un certain nombre de mesures d'accompagnement. Oui, mais c'est ce que j'appelle le volontarisme impuissant. Rappelez-vous, en 2008, Nicolas Sarkozy... beaucoup d'argent dépensé, quand même. Nicolas Sarkozy, qui est élu sur un modèle néolibéral, avec une campagne néolibérale, une frange de propriétaires, etc., la crise arrive et il fait son discours de Toulon, où on dit, il développe un discours et des arguments qui auraient pu être ceux de ce cher Besancenot, hein, basculement total. Mais rien n'a changé, en vérité, parce que la crise de la souveraineté étatique, ce n'est pas une chose qui est liée au gouvernement et aux personnes qui exercent le pouvoir. C'est une tendance très forte liée à la mondialisation, liée au marché financier, etc., etc. Donc le fait que cette crise de souveraineté étatique, doublée de l'expansion des réseaux sociaux et des GAFAM dont on voit aujourd'hui, c'est un long développement qu'on pourrait avoir, mais on n'aura pas le temps, sur la gouvernementalité algorithmique, c'est-à-dire qui ont pour effet d'accueillir ce discrédit et de l'amplifier, hein. C'est ça qui produit le pouvoir grotesque. C'est-à-dire qu'au fond, le pouvoir grotesque est plus en harmonie avec l'état de l'opinion et avec cette spirale du discrédit, hein, que des hommes d'État qui prétendent s'appuyer sur des pouvoirs en crise, des États en crise de souveraineté, qui ne sont plus crédibles. Alors je continue sur ces critiques adressées à la société du ricanement, ou ces non-critiques d'ailleurs, puisque en fait en France, on a une tradition de présentation de vrais bouffons aux élections. Il y a eu évidemment la candidature de Coluche, et puis auparavant, je le citais dans la revue de presse car une exposition lui est consacrée au musée d'art et du judaïsme, Pierre Dac s'est présenté aux élections. Alors ça a fait évidemment long feu. Il avait un mouvement, c'était le mouvement ondulatoire unifié à l'époque, Christian Salmon. Est-ce que ce type de phénomène doivent être analysés sérieusement? Est-ce qu'il s'agit, je pense à la candidature Coluche qui avait été soutenue par beaucoup d'intellectuels, Deleuze notamment. Est-ce que cela fait partie de candidatures qu'il faut considérer comme étant des candidatures sérieuses et finalement annonciatrices d'une vague qui n'est pas présente en France mais qui est présente ailleurs? Non, dans le cas de Coluche, je pense que ça serait pas lui rendre justice que de l'identifier à des gens comme Bolsonaro ou Trump, hein. Il s'agissait quand même de porter une parole de discrédit par rapport à la politique de l'époque, hein. Mais justement, il n'y avait pas eu 2008, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc moi, quand je parle de ce pouvoir grotesque, il prend consistance dans le champ politique parce qu'il y a ces révolutions enchevêtrées qui se sont multipliées depuis 2000. Donc on peut trouver toujours des antécédents. On
peut trouver que Mussolini avait des airs de bouffon, mais c'est un autre phénomène, parce que Mussolini ou Hitler pouvaient être grotesques, comme Charlie Chaplin et Bertolt Brecht l'ont montré dans leurs travaux, c'est-à-dire qu'il les a traités comme des bouffons, mais ils n'exerçaient pas leur hégémonie à travers de pouvoir grotesques. Ils étaient très sérieux. Les signes auxquels ils s'associaient étaient les signes de l'Empire, remontant aux Romains, etc. Là, on est dans une sorte de transgression bouffonnesque qui est voulue, qui est recherchée. Mais justement, c'est ça la question en fait qu'on se pose, parce qu'on peut trouver Mussolini grotesque, c'est même en un sens recommandé. Autrement dit, lorsque vous parlez de bouffon, est-ce que c'est un jugement de fait ou un jugement de valeur? Est-ce qu'un individu comme Trump peut se transformer en Mussolini? Est-ce qu'il peut y avoir une dérive de ce type? Est-ce que c'est déjà le cas selon vous, Christian Salmon? Je pense que oui. Je pense que les élections du 3 novembre vont le montrer, mais peut-être il faudra voir ce qui se passe après le 3 novembre. Parce qu'on est là face à un chef d'État, président des États-Unis, qui affirme dès maintenant qu'il ne reconnaîtra pas les résultats. Donc c'est extrêmement grave. Là, on a un virage de la démocratie américaine qui est sans précédent. Mais c'est aussi le cas de Bolsonaro. Tous ces gens-là ont en commun, Boris Johnson, tous les trois ayant été diagnostiqués positifs, mais si on en vient à leur attitude par rapport au coronavirus, vous voyez, c'est ça la spirale du discrédit, c'est qu'ils ne peuvent que dénier l'existence du virus pour épouser ce complotisme sous-jacent dans les populations et qui construisent. Ce qui est frappant chez Trump, par exemple, c'est qu'il est, depuis son élection, on disait mais il va pas tenir 3 jours. Depuis son élection, sa base électorale ne bouge pas. Elle est à 40%, ce qui est énorme. Christian Salmon, La tyrannie des bouffons sur le pouvoir grotesque, votre livre aux éditions des Liens qui libèrent. Il paraîtra le 21 octobre. Je vous présente mes 2 camarades qui viennent prolonger cette émission, Géraldine Mosna-Savoie et Hervé Gardette. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Géraldine, de quoi allez-vous nous parler? D'escalope à la milanaise. Hervé Gardette. Rien à voir avec les bouffons, je vais vous parler de Jacques Séguéla.